Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut ou Hieronym selon ce que vous préférez. Et ben j'espère que vous allez tous bien parce que cette semaine on enchaîne à nouveau sur un deck tech. Un petit message avant que nous commencions, je sais que le déconfinement est proche au moment où la vidéo va sortir. Bon, je sais que probablement si vous l'écoutez d'ici 6 mois, peut-être que ça vous semblera un peu tout loin tout ça, mais je tiens à le préciser aujourd'hui, soyez extrêmement prudents, déconfinement ne veut pas dire que le danger est passé, continuez à prendre les mesures, je sais que je suis pas un membre du gouvernement, hein, voilà, mais je tiens à le rabâcher parce que on est des joueurs de Magic, on va aller chercher nos produits Commander, nos produits Ikoria là prochainement dans nos boutiques qui vont ouvrir exceptionnellement pour pouvoir nous fournir notre petite drogue sous forme de carton, voilà. Mais faites quand même attention à vous et faites quand même attention aux gens autour de vous aussi, je tiens à le rappeler. Aujourd'hui on va attaquer du coup le deck tech sur Otrimi, l'éternel taquin en Sultai, celui du préco Commandant 2020 qui était axé sur la mutation. Donc voilà, je pense que certains l'attendaient parce que voilà, ils voulaient savoir quelles étaient les meilleures cartes à mettre dedans, etc. Quelles étaient les stratégies adoptables. Bah on va en parler aujourd'hui, ça tombe bien, ça tombe bien. Mais avant toute chose, ben on n'oublie pas l'instant pub, voilà, j'y tiens, l'instant pub c'est important. Ben n'hésitez pas à suivre la tour sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, également à nous envoyer des mails si vous avez des questions ou des sujets un peu plus importants, et aussi, pourquoi pas, eh ben, à liker, à vous abonner, voilà, enfin, à nous suivre également sur la chaîne directement, à vous liker, à activer la cloche aussi, c'est vrai que je le précise pas assez, à liker, à commenter aussi pour discuter autour des choix de ce deck. Voilà, en tout cas ça me fait toujours plaisir d'en discuter avec vous. L'autre côté, vous pouvez tout simplement nous soutenir aussi financièrement sur Utip et Tipeee en regardant quelques pubs, contre des petits achats de goodies que vous souhaitez avoir de la tour de commandement, ou éventuellement, pourquoi pas, nous soutenir financièrement directement contre une contrepartie. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci à vous les tipeurs, ça fait plaisir, vous faites tourner la chaîne de plus en plus, surtout dans cette situation difficile actuellement. Donc voilà, merci énormément à vous. N'oubliez pas également que vous pouvez aller sur notre Discord, là tous les samedis on organise le Saturday Night Commander, qui est du coup un petit événement comme ça pour le fun, pour le plaisir. Prochainement on essaiera de voir si on peut pas faire quelque chose en plus avec des lots supplémentaires, mais ça se build un petit peu à la fois. En parlant de builder, du coup, on a buildé le deck Otrimi, l'éternel taquin, on l'avait construit en live sur Twitch, donc voilà, encore une fois un endroit où vous pouvez nous retrouver régulièrement en live, on le fait toutes les semaines. Donc, Otrimi, l'éternel taquin, on va faire un petit rappel sur ce qu'est Otrimi. Otrimi est une créature légendaire cauchemar et bête, 6/6 pour 6, dont un noir, un vert et un bleu, qui a la mutation pour 4, dont un noir, un vert et un bleu. Elle piétine, et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, renvoyez une carte de créature avec la mutation ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Alors, du coup, ceux qui ne savent pas ce que c'est la mutation, là je vous renvoie directement sur la première vidéo de Judge, qui est directement dédiée à la mutation, donc voilà, vous avez vraiment tous les détails, et dans les commentaires il y a même quelques détails supplémentaires ou quelques explications de cas particuliers pour ceux qui le souhaiteraient, mais en tout cas on a vraiment toutes les explications, donc je vous renvoie là-bas si vous souhaitez tout connaître de la mutation. Donc, Otrimi, bah ici, vous l'avez probablement remarqué, puisque la mutation est un coût alternatif, il coûte beaucoup moins cher s'il est lancé en mutation. Alors évidemment la taxe de commandement s'applique également quand le sort est lancé en mutation, donc voilà, c'est une petite précision supplémentaire, c'est vrai que Otrimi aura toujours la taxe à payer en plus, donc il ne pourra pas passer outre la taxe. Écoutez, c'est assez simple, le build qu'on a monté en live s'axait sur déjà des très bonnes mutations, mais ça se restreint énormément à Ikoria et à Commandant 2020, sachant que celles exclusives à Commandant 2020 sont généralement très fortes, puisque ils n'ont pas voulu les mettre en standard parce que justement il y avait un power level assez impressionnant, mais il y en a également dans Ikoria qui sont très impressionnantes et qui fonctionnent super bien, donc déjà ça c'est top. Ensuite, de l'autre côté, on a envie d'avoir des créatures sur lesquelles on va pouvoir muter, sur lesquelles on va pouvoir mettre notre commandant, mettre nos autres mutations, et qui ont généralement des capacités d'évasion, notamment être imbloquables, ça a l'air sympa, et plutôt fun. Donc voilà, plus d'autres capacités assez intéressantes, dont on parlera au fur et à mesure. Mais bien sûr, aujourd'hui, on va commencer tout d'abord par la mutation. Quelles sont les mutations qu'on a mis dans le deck, en dehors d'Otrimi ? Alors les trois premières, évidemment toujours par ordre de mana, les trois premières sont Recluse des Nids Tessantes, Pieuvre fonceuse des mers et le Gnar barrissant. Donc voilà, Recluse des Nids Tessantes, bon du coup là on est sur une créature qui coûte plus cher en mutation qu'en coût normal, ce qui est assez étonnant, c'est l'une des très rares créatures à faire cela. Mais en fait elle a cet avantage de donner la portée en bonus, et en plus derrière que quand elle subit une mutation, vous mettez 2 marqueurs plus 1 sur elle, ce qui fait que du coup elle se renforce, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas vraiment au niveau de la mutation permet de changer des caractéristiques, et au mieux d'apporter des
des capacités supplémentaires. Mais là du coup on a vraiment un renforcement chaque fois que cette créature là va être mutée. Alors la recluse, je l'imagine plutôt comme étant une créature qu'on va poser toute seule, voilà, au départ, et en fait ça va être l'hôte pour les mutations qui vont arriver ensuite. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, étant donné qu'elle coûte plus cher en mutation qu'en coût normal, autant tout simplement la mettre à la base pour 3, et juste lancer nos mutations qui coûtent 4 ensuite, le tour suivant. Donc voilà. La pieuvre fonceuse des mers, elle, déjà une mutation qui ne coûte que 2, c'est extrêmement peu cher, il y en a très peu, il me semble dire que c'est quasiment la seule, ou alors il y en a peut-être une deuxième, mais surtout, elle a le flash derrière, donc du coup elle peut être lancée à n'importe quel moment, et elle dit qu'à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Donc, encore une fois, ici on n'est pas sur à l'inverse de la recluse, on n'est pas sur une créature qui va vouloir être posée en tant qu'hôte, et ensuite on va mettre des mutations dessus, mais plutôt vraiment être lancé en mutation pour 2, paf, en flash, et d'un seul coup, bam, je pioche une carte. Donc on est sur de la pioche, on est sur de la mutation, on est pour pas cher et on est en flash. Donc c'est vraiment fort. Le Gnar Barrissant, alors lui il a un coup de mutation pour 5, contrairement à son coup à 3, ce qui fait que honnêtement ça va être un hôte de base. Et derrière il dit qu'à chaque fois que cette créature subit une mutation, vous créez un jeton de créature 3-3 verte bête. Ce qui est intéressant parce que les jetons peuvent être de nouveaux hôtes également si jamais notre hôte principal se fait gérer, parce que ça va être très courant qu'on ait qu'un seul hôte sur le champ de bataille, voire 2, ce qui est le plus optimisé bien sûr. Donc voilà, le Gnar Barrissant, lui il est là pour dire voilà je vais créer des bêtes en plus, éventuellement mettre de la défense, et honnêtement c'est plutôt un hôte qu'une créature qui va être lancée en mutation, parce que pour 5 ça coûte assez cher il faut le dire. Pour les 3 suivants on a Guetteur de l'Ossuaire, Chauve-souris funèbre et Terrasseur de gemmes, tous les 3 à 4 mana. Le Guetteur de l'Ossuaire coûte autant en mutation qu'en coup normal, voilà. Bon, il a un bon body 4-4, mais surtout chaque fois qu'il subit une mutation, vous renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Alors, on a vu que Autrimi permettait de renvoyer, au moment où il inflige des blessures, une mutation du cimetière dans votre main. Ce qui est intéressant, c'est que le Guetteur de l'Ossuaire, lui, va nous permettre d'aller récupérer éventuellement les créatures avec l'évasion qu'on a mis dans le deck pour les remettre dans notre main, parce qu'évidemment, elles sont détruites en même temps que les mutations sur lesquelles elles étaient, dans lesquelles elles étaient englobées. Donc, on a besoin de pouvoir les récupérer. Et le Guetteur de l'Ossuaire fonctionne bien dans cette synergie-là. Donc, très bonne carte ici. La Chauve-souris funèbre, encore une fois, on est sur une mutation qui coûte plus cher que son coût normal, qui a le flash et le vol, qui est 3-3. Et en plus derrière, quand elle subit une mutation, vous détruisez une créature ciblée ou un planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle. L'effet est extrêmement fort en fait. Et ça justifie pourquoi est-ce que le lancer en mutation coûte aussi cher en comparaison avec son coût de mana normal. Parce que vous le lancez normalement, boum, c'est une flash vol 3-3 pour 4. C'est classique, je veux dire, on est sur une bonne bête, voilà tout ce qu'on attend de ce genre de caractéristiques. Vous le lancez pour 6 en flash, vous donnez le vol à une bête éventuellement, et en plus derrière vous détruisez un planeswalker ou une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. La capacité est forte, mais malheureusement, vu le coup de mutation, je mettrais plutôt la chauve-souris toute seule en fait, et ensuite je muterai dessus. Donc ce serait à nouveau, une fois, un hôte. Le Terrasseur de gemmes, lui, c'est l'une des meilleures mutations qui existent de Ikoria, puisque on a une mutation pour 3, donc pas cher, qui a la portée et le piétinement, qui est 4-4 de base, donc de bonnes statistiques encore une fois. Et surtout, à chaque fois que cette créature subit une mutation, vous allez détruire un artefact ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle. Ce qui est très fort, voilà, pouvoir détruire les artefacts et enchantements de manière récursive en lançant les mutations sur lui, c'est extrêmement puissant. Qui plus est, pour 3, vous pouvez simplement transformer une créature qui était une 1-1 imbloquable en 4-4 portée piétinement imbloquable, qui en plus va détruire un artefact ou un enchantement quand elle subit une mutation. Ça a l'air extrêmement violent, voilà. Donc honnêtement, le Terrasseur de gemmes est excellent, une très bonne carte de gestion ici. On a ensuite, à nouveau à 4 mana, Hémophage Insatiable, Grand Cœur Migrateur et Bubal de Parcelle. L'Hémophage Insatiable, lui qui est moins cher en mutation, qui a le contact mortel en bonus, mais surtout en fait qui va dire que chaque fois que cette créature subit une mutation, chaque adversaire perd X points de vie, vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de mutations subies par cette créature. J'aime beaucoup ce genre d'effet en fait qui se met en marche à chaque mutation, mais qui prend en compte le nombre de mutations déjà effectuées. Et ici, avec les Hémophage Insatiable, c'est très fort, parce que du coup, pouvoir pomper des points de vie, ça a tendance à vite, même très vite, pomper des points de vie à vitesse grand V, en fait. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule encore et encore. Le Grand Camp de Migrateur, voilà, je veux dire, c'est notre croissance luxuriante sur pattes. Il coûte moins cher, il coûte que 3 en mutation. Il est 3-4, mais surtout, en fait, chaque fois que cette créature va subir une mutation, vous allez chercher un terrain de base et vous mettez sur le champ de bataille engagé. Ma foi, c'est fort. Qui plus est sur un body de départ, une 1-1 imbloquable, comme je dis, on va prendre le même exemple à chaque fois. Mais si vous le mutez au tour 3, du coup, ça devient une 3-4 qui va vous chercher un terrain de base en bonus,
Oui, c'est assez puissant. Donc voilà, Grand Corps de Migrateur, il est tout à fait à sa place dans ce deck. Le Bubal de Parcelle, alors lui, c'est une mutation très peu chère, il coûte 2 de moins que son coût normal, uniquement un vert et un bleu, mais il a une capacité fort sympathique pour 1 et en l'engageant. Vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, c'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille, si vous ne la mettez pas, la carte sur le champ de bataille, mettez-la dans votre main. Donc, on est sur un effet un petit peu de pure value, soit je pioche, soit je rampe, ma foi, c'est extrêmement efficace, et je ne m'y étais pas attardé durant l'analyse de l'extension, mais c'est vrai que dans un deck purement mutation avec du bleu-vert, c'est intéressant. On continue avec des plus gros coups de mana ici à 5, le Starix Prosper, Brokos et Zénith de l'Éternité, et le Héron à queue de rêve. Alors le Starix Prosper, j'avais un petit doute, il coûte surtout un petit peu plus cher en fait en mutation, donc éventuellement vous pouvez l'utiliser comme hôte tout simplement, mais à chaque fois que cette créature subit une mutation, vous exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exilez X cartes de permanent, X étant le nombre de mutations subies par cette créature, et vous mettez ces cartes de permanent sur le champ de bataille. C'est une 6-6 de base, la force et l'endurance sont assez conséquentes, hein, mine de rien, et surtout derrière, il prend encore une fois en compte le nombre de mutations subies par cette créature, pour révéler un nombre de permanents que vous allez pouvoir directement mettre sur le champ de bataille. Alors certes, on a malheureusement des mutations et des créatures avec la mutation qu'on n'aimerait pas simplement mettre sur le champ de bataille, mais tout simplement muter sur une créature, ce qui est un petit peu gênant. Mais honnêtement, vu le nombre de permanents qu'on a dans le deck en dehors des mutations, sur les artefacts, les enchantements, les créatures, les terrains tout simplement, et ben ça fonctionne très bien et ça fait au moins un bon gros sort de rampe hein, disponible. Ou alors du coup d'un seul coup je sors des créatures qui sont très intéressantes sur lesquelles on peut mettre des mutations, ou alors ben, des payoffs, de la pioche, tout ça, plein de choses dont on va pouvoir parler un peu plus tard. Brokos, il est là pourquoi? Parce que ben, c'est le Zénith bleu noir vert, en fait le Zénith Sultai. Toujours avec le même coup en mutation, 6-6 piétinement, mais surtout que vous pouvez lancer en mutation depuis le cimetière en fait. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a une récursion sur lui-même tout seul, comme un grand, et que Otrimi n'a pas besoin de le ramener dans votre main en infligeant des blessures, pour ensuite pouvoir le relancer. Donc il se relance tout seul comme un grand, et ma foi, c'est fort utile d'avoir une mutation qui est toujours présente, qui est récursive toute seule comme une grande, et du coup qui pourra éventuellement déclencher d'autres effets de mutation, comme on a pu le voir auparavant. Le Héron à queue de rêve, lui, c'est une 3-4 vol, et à chaque fois que cette créature subit une mutation, vous piochez une carte, et il coûte que 4, donc moins cher à lancer en mutation. C'est très intéressant, je l'aime beaucoup, c'est qu'une commune, mais en fait il accumule tellement de value, et en plus il donne le vol, voilà, juste pour 4, donner le vol et faire piocher une carte, ça semble très intéressant, et ça peut être très utile dans certaines situations, donc voilà, vraiment on est sur une value accumulée avec le Héron à queue de rêve. On commence à augmenter le coût de mana avec requin côtier bondissant à 5 mana, moissonneur bruyant et sensu-céphale à 6 mana. Le requin côtier, bon alors il a le flash, c'est fort sympathique, il coûte moins cher en mutation encore une fois. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, vous pouvez renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Ce qui est du coup un sort de gestion. Et ma foi c'est pas mal d'avoir une gestion en flash, avec une mutation de créature, ça fait que du coup on a vraiment cette impression de pouvoir gérer un minimum les boards adverses, et que ça reste synergique comme avec notre commandant et notre stratégie de jeu, donc très bien. Le moissonneur bruyant lui coûte aussi un petit peu moins cher en mutation, il est 4-6 mais n'a pas de capacité, or à chaque fois que cette créature subit une mutation, chaque adversaire sacrifie une créature. J'ai trouvé ça très fort, je me suis pas senti de ne pas la mettre en fait. C'est vraiment très puissant parce que du coup, on a littéralement une créature qui va nous dire, de manière régulière, on peut faire sacrifier à chaque adversaire une créature. Ce qui est, ma foi, très intéressant. Donc voilà. Le sensu-céphale, par contre, lui, il coûte aussi moins cher en mutation à nouveau. Il a le vol, c'est une 5-5. Et à chaque fois qu'il subit une mutation, vous exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire face cachée. Et vous pouvez les regarder et les jouer tant qu'elles restent exilées. Alors du coup, vous pouvez jouer des terrains qui vont permettre de faire le mana pour pouvoir lancer des cartes qui ne seraient pas de vos couleurs. Alors évidemment, là on joue bleu, noir, vert, qui sont quand même 3 excellentes couleurs du commandeur. Donc du coup, il y a des chances que vous puissiez aussi tomber sur des cartes que vous pouvez déjà jouer. Donc, très intéressant, et la sensu-céphale, c'est un pur engin à value, avec en plus une capacité d'évasion dessus, et déjà un bon body de base. Que demande le peuple? On finit avec les deux dernières mutations, les deux grosses mutations, le démolisseur à défense tranchante qui coûte 6 et l'archipélagore qui coûte 7. Alors le démolisseur coûte 4 uniquement, donc il coûte 2 de moins dans son coût de mutation qu'en coût normal, c'est très puissant. C'est une 6-6 piétinement, et à chaque fois que cette créature subit une mutation, détruisez le permanent non créature ciblée. Son contrôleur crée un jeton de créature 3-3 verte bête. Donc du coup c'est un petit peu un mini terrastodon qui ne cible qu'un seul permanent non créature. Et c'est extrêmement fort, on va le dire. Hein. Déjà le body est impressionnant, une 6-6 piétinement pour 4, ça rappelle notre commandant de base. Et en plus derrière, le fait que quand il mute,
il va nous permettre de gérer un permanent de créature, c'est extrêmement puissant, je tiens à le répéter. L'archipélagore, alors lui il coûte 7 mais il coûte 6 en mutation, c'est une 7-7, mais en fait ce qui nous intéresse beaucoup c'est sa capacité au moment où il mute, puisqu'il dit que vous engagez jusqu'à X créatures ciblées, X étant le nombre de mutations subies par cette créature. Et ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de leur contrôleur. Disons-le clairement, Archipélagore est une carte qui peut tuer, tout simplement, parce qu'elle va permettre d'enlever tous les attaquants potentiels des adversaires, mais également tous les bloqueurs dans certaines situations, et de les garder en plus freeze pendant encore un tour supplémentaire, de les empêcher de se dégager. Et on l'a testé, Emeric l'a testé dans son deck, sa version du deck à lui, moi j'ai testé également de mon côté, c'est extrêmement puissant, c'est une carte qui en fait peut finir une game, ou au moins tuer un joueur ou deux au grand maximum. On va parler un petit peu de créatures imbloquables, et j'en ai beaucoup pour vous, parce que c'est fort intéressant d'avoir des créatures imbloquables sur lesquelles muter nos créatures, donc du coup avoir des gros bodies avec derrière marqué « ne peut pas être bloqué », bah c'est vrai que c'est sympathique. Les trois premiers sont des classiques, c'est le guetteur de Gudule, le héros à l'habit de brume, et la lame rampante. Alors les trois ne peuvent pas être bloqués, ce sont des 1-1 pour 1, et c'est très important qu'elles coûtent aussi peu cher, je vais vous en parler juste après quand on aura fini les créatures à 1. Mais en tout cas, les trois font la même chose, on a juste la méga mue en plus pour le guetteur de Gudule, mais honnêtement ça n'est pas intéressant, donc voilà. Ensuite, on a Tormented Soul, la lame tourmentée, le pisteur des côtes Triton et la création de l'éther. Alors les trois ne peuvent pas être bloqués. Alors la Tormented Soul ne peut pas bloquer non plus. Le pisteur de Triton, lui, bah voilà, c'est le classique, hein, 1-1 bloquable. La création de l'éther, elle a un coup de kick supplémentaire possible. Alors elle coûte 2 de base, mais surtout en fait si jamais elle a été kickée, elle arrive avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle, ce qui peut être bien en fin de partie pour avoir un autre un petit peu plus puissant, mais toujours imbloquable pour nos mutations. Alors pourquoi, grande question, pourquoi se centraliser beaucoup et mettre quand même pas mal de créatures qui sont à bas coût et qui sont imbloquables? Parce que notre but c'est tout simplement de faire en sorte que Otrimi, notre commandant, sorte au tour 4, voire même au tour 3, si possible. Donc avoir 5 créatures qui sont imbloquables et encore d'autres qui ont de l'évasion en plus, mais de manière un petit peu moins ultra efficace, boum boum, tu peux rien faire. Eh bien, au tour 1, on peut simplement jouer notre créature imbloquable, au tour 2, ramper avec l'un de nos nombreux sorts de rampe dont on parlera à la fin, et ensuite au tour 3, lancer Otrimi, qui va du coup muter sur la créature imbloquable ou avec de l'évasion, et du coup qui va en faire une 6-6 piétinement, vol ou imbloquable selon la créature qui était choisie, et du coup attaquer avec directement dès le tour 3, ce qui est extrêmement puissant, voilà. Donc ma foi, je vous invite vraiment à vous concentrer là-dessus durant tout le reste de la vidéo, parce que c'est fort important. On continue les imbloquables avec le Dimir Infiltrator, l'Eidolon Preste-Pas et le Looter Ilkor. Alors le Dimir Infiltrator, lui, ne peut pas être bloqué encore une fois. Il a la transmutation au cas où on aurait besoin d'aller chercher une carte qui coûte 2 ou moins. C'est intéressant. L'Eidolon Preste-Pas, lui, peut être une aura éventuellement avec la grâce, mais de base, lui, il peut juste ne pas être bloqué. Il coûte 2, c'est intéressant également. Et le Looter Ilkor, lui, il a la distorsion, qui est une capacité qui nous dit que la créature ne peut pas bloquer ou être bloquée, excepté par des créatures qui ont la distorsion également. Mais le petit bonus, c'est surtout en fait que, techniquement, le Looter Ilkor fait ce qui est noté dans son nom, il loot, c'est-à-dire quand il inflige des blessures, vous piochez une carte et vous défaussez une carte, ce qui est aussi intéressant sur la draw. Pour continuer avec les imbloquables, on en a deux que j'aime beaucoup. On a Nether Traitor et Yukima Ombre en chasse. Alors le traître du néant, du coup, lui vous le connaissez, j'ai joué dans Yogg-Zebul. L'avantage c'est qu'il a la célérité et en plus la distorsion. Et qu'en bonus, derrière, il nous dit que si jamais une autre créature est mise dans un cimetière depuis le jeu, vous pouvez payer 1 noir pour le renvoyer sur le champ de bataille, directement, depuis le cimetière. Donc très intéressant, il y a de la récursion en plus sur la carte, ça fonctionne bien. Yukima, l'ombre en chasse, qui est tiré également de ce deck original du Commander 2020, eh bien, alors il y a le partenariat, mais je n'ai pas mis le partenaire, voilà, il faut le dire. Mais surtout, il ne peut pas être bloqué. Et en plus, quand il quitte le champ de bataille, il inflige X blessures aux joueurs ciblés et vous gagnez X points de vie. X étant sa force. Sauf que, de base, Yukima est une 2-2. Et oui. Donc vous dites, c'est pas très fort, il va infliger 2, vous allez gagner 2. Mais en fait, si jamais vous avez muté une créature qui est beaucoup plus puissante, une créature par exemple qui a 6 de force, je parle de notre commandant évidemment encore une fois, eh bien, vous allez pouvoir, au moment où elle va quitter le champ de bataille, Yukima va infliger 6 blessures à un joueur, et vous allez gagner 6 points de vie, ce qui est très puissant, je trouve, vraiment très intéressant. Donc ça fonctionne très bien avec la mutation en fait, Yukima. Et enfin, le Saint Graal de la créature
qui est imbloquable, c'est la persécutrice insaisissable qui se transforme en brume insidieuse. Alors, du coup ici le but c'est évidemment de faire en sorte que la brume insidieuse soit la créature sur laquelle on va muter, ou du moins que la créature soit transformée à un moment du côté brume insidieuse, parce que la persécutrice insaisissable a un bon body certes, mais elle ne fait rien. La brume insidieuse dit que cette créature, elle a des défenses talismaniques, elle a l'indestructible, ce qui est extrêmement puissant, et en plus elle ne peut pas bloquer ni être bloquée. Alors après elle dit oui, alors quand elle attaque et qu'elle n'est pas bloquée, vous pouvez payer 3 pour la transformer à nouveau. Non bon. Du coup ça vous demandera juste un mana et une carte pour la transformer en brume insidieuse depuis la persécutrice, mais surtout vous ne changerez jamais de côté, parce que c'est plus intéressant en fait d'avoir une créature 6-6, défense talismanique indestructible, qui peut pas être bloquée, voilà, sur le board. Donc à un moment, c'est extrêmement puissant cette combinaison-là. En créatures qui ont simplement de l'évasion, alors ici j'en ai quelques-unes qui sont vraiment là juste pour l'évasion, il y en a encore d'autres qui traînent un petit peu plus loin, mais on en reparlera. Tout d'abord, on a le Treetop Scout, Will-O-Wisp, enfin Will-O the Wisp, les feux follets, et la Silhana Ledgewalker, alors là j'ai oublié les noms français, vous m'excuserez, pour les trois. L'avantage c'est que Treetop Scout et Silhana Ledgewalker ont à peu près la même capacité, c'est-à-dire ils peuvent pas être bloqués excepté par les créatures qui ont le vol. Sauf que du coup, elles n'ont pas elles-mêmes le vol, c'est encore plus intéressant. Et de l'autre côté, du coup ça fait que la portée ne peut pas les toucher. Donc voilà, elles ne peuvent être bloquées que par les créatures qui ont le vol, mais elles n'ont pas elles-mêmes le vol. C'est très étrange. Mais en plus, la Silhana Ledgewalker a la défense talismanique en bonus. Donc du coup, on est vraiment sur quelque chose de très protection, et on est encore une fois sur des drops à 1 et à 2. Le Will-O-Wisp, donc le Will-O the Wisp, pardon, le feu follet, lui nous apporte deux capacités très intéressantes. Alors du coup, pour un noir, vous avez quand même une 0-1, mais qui a le vol de base. Donc du coup, encore une fois, une créature sur laquelle on va pouvoir muter très facilement et très intéressante. Et pour un noir, vous régénérez la créature. Donc du coup, ça fait que vous avez techniquement une créature qui est quasiment indestructible. Voilà, bon, la régénération a toujours ses limites, bien sûr, mais il y a déjà beaucoup plus de protection avec cette carte-là qu'avec n'importe quelle autre carte qui est juste une créature 1-1 vol, par exemple. Donc, trois très bonnes cartes, mais probablement pas aussi bonnes que la troisième qui était présente dans le pack d'origine. C'est pour vous dire un petit peu. C'est la Clavelade Prédatrice, une bête de 3 pour 3 qui a le vol, mais surtout en fait qui dit que quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé que ce joueur contrôle. Là on est en même temps, on est déjà dans une autre catégorie, on est sur la catégorie gestion finalement, mais d'un côté on a l'évasion, on a le body qui coûte pas cher parce qu'il est à 3, et en plus de l'autre côté on a la capacité qui est extrêmement forte, hein, on va le dire, c'est une très bonne bête de manière générale, donc vraiment ici elle rentre très bien dans ce pack. Parlons un petit peu pioche, parce que c'est vrai qu'on a envie de tomber sur nos créatures qui ont la mutation, et malheureusement c'est un petit peu compliqué, elles sont peu nombreuses, on en a à peine 17 dans le pack. Donc du coup ce que je vous invite à un nouveau tour d'horizon de cartes qui font piocher. Les trois premières sont très synergiques avec le plan de jeu. On a le Tétard, le symbiote Tétard, la Selkie aux yeux glacés et le Dracon loyal. Alors le symbiote Tétard, vous le connaissez, il est dans Ikoria, on en a parlé, c'est très bien, il réduit le coût des créatures que vous lancez et qui ont la mutation, même si elles ne sont pas lancées en mutation d'ailleurs, c'est très intéressant. Et en plus, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, s'il a la mutation, mais c'est pareil, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de l'avoir lancé pour son coup de mutation, et bien vous piochez une carte, puis vous défaussez d'une carte. C'est du looting, certes, on n'est pas sur de la pure pioche sans looting, mais là, c'est quand même toujours intéressant, en plus d'avoir un réducteur de coût synergique avec nos mutations. La Selkie aux yeux glacés, alors bon, traverser des îles, il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent bleu dans le format, et donc des îles, bien sûr, et surtout, quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez autant de cartes que de blessures qu'elle a infligées. Donc là, encore une fois, c'est vrai que si vous avez une 6-6 qui est mise dessus, ça va faire mal, quoi. Vous allez pouvoir piocher 6 cartes, la value est présente. Le Dracon loyal, alors lui, il cumule tout ce qu'on cherche, en fait. C'est que d'un côté, il nous dit, il a le vol, il coûte pas cher, il coûte que 3. Et de l'autre côté, il dit lieutenant. Donc lieutenant, si jamais vous contrôlez votre commandant au début du combat pendant votre tour, pardon, vous piochez une carte. Donc du coup, si jamais vous avez muté au trimi sur le Dracon loyal, vous avez donc une 6-6 vol piétinement, qui dit du coup que vous allez pouvoir, au début de votre combat, piocher une carte si vous contrôlez votre commandant. Mais étant donné que le Dracon loyal sur lequel a été muté au trimi est devenu votre commandant, puisque c'est techniquement au trimi qui est la carte qui est votre commandant, bah du coup comme vous le contrôlez, et bien vous allez piocher une carte. Donc là on est sur un engin, un value, et encore une fois une synergie à Otrimi qui est très intéressante.
On va passer sur des cartes un petit peu plus classiques dans le côté pioche. On a Rhystic Study, l'étude Rhystic, le chuchoteur de bêtes, et Nilea, œil perçant. Bon, ben, soyons honnêtes, hein, Rhystic Study, c'est très fort de manière générale, ça fait de la pioche. Les adversaires vont hésiter à piocher pas mal de fois, enfin, à payer pas mal de fois. Donc bon, vous allez surtout accumuler un petit peu de pioche une fois de temps en temps. Le chuchoteur de bêtes, étant donné que nos sorts en mutation sont quand même des sorts de créatures, il se déclenche et du coup, il nous fait piocher. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été intégré dans le pack de base. Encore une fois, très bon choix de la part de Wizards. Donc voilà, chuchoteur de bêtes, nickel. Le Nilea en œil perçant, alors là, il est vraiment présent pour les deux raisons, littéralement, de la carte. D'un côté, la diminution du coût de vos sorts de créatures, y compris en mutation, puisque ça compte. Donc du coup, qui fait quand même que 1 de moins, bah, c'est pas mal, on se fait plaisir hein, quand même. Et pour 3, vous allez pouvoir révéler la carte du dessus de votre bibliothèque pour, si c'est une carte de créature, la mettre dans votre main, donc du coup c'est une forme de pioche, ou alors la mettre dans votre cimetière si ça ne l'est pas. Bon, honnêtement, on est avec beaucoup de créatures, je vous avoue que Nilea va taper dans le 1000 un coup sur 2, voilà. Parlons un petit peu de la catégorie gestion-protection, même si j'ai déjà abordé des cartes qui font de la gestion, qui font de la protection, il y en a encore, beaucoup, on est dans 3 bonnes couleurs pour se protéger, et ma foi, j'ai pas pu m'empêcher de mettre le good stuff. C'est pour ça qu'on va parler de faille cyclonique, intervention héroïque et regard de granit. Bah oui, là vous commencez à me connaître un petit peu, hein, ceux qui me suivent depuis un moment. Faille cyclonique, c'était obligé, on est avec du bleu, on peut gérer un maximum les boards adverses, on a des grosses bêtes nous-mêmes, donc du coup on a quand même une logique assez aggro qui fait que on a envie de raser les boards adverses. Et bah écoutez, faille cyclonique, elle est auto-inclus bien sûr. L'intervention héroïque, ben il n'y a pas meilleur sort de protection en vert, voilà, je veux dire... il nous manque le blanc pour pouvoir faire protection de Teferi en plus, on est sur une excellente carte encore une fois du commandeur. Et le regard de granit, honnêtement, une de mes Vras préférées. Pourquoi? Alors bon, vous payez X de noir et un vert, c'est un rituel qui va détruire chaque permanent de non-terrain ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à X. L'avantage c'est qu'en fait, comme on utilise les mutations à notre avantage vraiment dans le sens, on a des petites bêtes mais on mute dessus des grosses bêtes qui vont passer au-dessus et du coup imposer leurs caractéristiques, notamment leur coup de mana mais aussi leur force et leur endurance, et du coup ça fait que, regard de granit, vous allez pouvoir abuser un peu de cette situation où nos petites créatures en fait elles sont planquées, elles ont été mutées dans la grosse créature et du coup elles ne comptent plus au niveau du coût de converti de mana. Donc regard de granit, si vous le faites par exemple à 5, étant donné qu'il y a pas mal de vos créatures mutations, vos grosses créatures mutations qui sont à 6, en fait vous allez détruire tout ce qui coûte 5 et moins, mais pas vos mutations. Donc c'est très intéressant. De la même façon, on a Pernicious Deed, mais on a aussi Troll Ascétique et Ripaille Mortel. Alors Pernicious Deed, c'est la même chose en fait finalement. C'est juste que ça ne touche pas tous les types de permanents non-terrain, ça ne touche que les artefacts, les créatures et les enchantements, et que c'est un enchantement qui demande de payer X pour le faire. Mais du coup, vous pouvez le placer, dire voilà, j'ai mon bouton rouge, un petit peu comme un disque de nez minéral, je vais y arriver. Mais juste là, vous l'avez sur un enchantement et vous pouvez appuyer sur le bouton quand vous voulez. Et les adversaires, du coup, ça va les inciter à ne pas trop jouer, mine de rien. Alors le troll ascétique, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais que fait l'asset troll dans ce pack? Eh bien, il ne protège pas tout votre board, mais il protège au moins la créature qui a pu se muter sur lui, puisque l'asset troll a le bon goût d'avoir la défense talismanique, et en plus pour 2 de pouvoir se régénérer. Il ne coûte que 3, donc il est très peu cher, et donc ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne bien. La ripaille mortelle, bon, ça devient un petit peu compliqué de s'en passer en fait quand on veut un bon sort de gestion qui en plus exile une créature et qui peut être les 3/4 du temps gratuit, parce qu'honnêtement, Otrimi est au centre de notre stratégie, hein, il faut le dire. Donc voilà, je ne pouvais pas m'en passer. Et les 3 derniers sorts de gestion protection, on a Mystique à Jabot, Serpent Mystique et Ascétisme. Alors Mystique à Jabot et Serpent Mystique font la même chose, ils ont le flash, ils nous permettent de contrecarrer un sort quand ils arrivent en jeu. Ce qui est intéressant parce que on est en fait sur des contre-sorts, mais sur pattes. Ce qui fait que du coup, ce sont éventuellement de bons hôtes potentiels pour des mutations à venir. Parce que c'est vrai que juste lancer... Enfin, j'aurais pu mettre de très bons contre-sorts à la place. Mais finalement, ça devient anti-synergique avec le deck. C'est presque dire « Ah ouais, je vais mettre des contre-sorts, mais malheureusement, ça n'aide pas vraiment mon plan de jeu. Parce qu'il n'y a pas d'hôtes en plus. » Alors ici, ça va coûter un petit peu plus cher, mais ce sont quand même 2 très bonnes créatures du commandeur. L'ascétisme, il est là évidemment, comme pour le troll, l'asset troll, hein. C'est pour dire, voilà, mes créatures ne peuvent pas être la cible de sort de capacité, c'est bien, que les adversaires contrôlent, donc on est encore une fois en défense talismanique, et puis derrière, le fait de pouvoir régénérer la créature ciblée pour 2, ce qui est très fort dans ce deck où on a tendance à vouloir vraiment garder nos créatures, qui sont nos gros monstres qu'on a assemblés, quoi. Ensuite j'ai une catégorie tuto, alors elle est un peu variée.
on va l'admettre tout de suite, mais on va aborder ça au fur et à mesure, avec déjà 3 excellents tutos, parce qu'on a besoin d'aller chercher nos créatures. On a le Zénith de Versoleil, le Worldly Tutor, le précepteur matérialiste, et le Démonique Tutor, le précepteur diabolique. Honnêtement, voilà, on est sur le top du top. Le Zénith de Versoleil nous permet d'aller chercher éventuellement, si on n'a pas réussi à avoir à notre tour 1 une créature imbloquable, en fait pour 1 au tour 2 vous allez pouvoir le... Enfin, en payant 1 pour X et 1 vert, au tour 2 vous allez pouvoir aller chercher votre créature qui va avoir l'imbloquable, pourquoi pas, et ensuite pouvoir le réutiliser pour aller chercher d'autres plus grosses créatures, de meilleurs hôtes éventuellement. Mais je pense que vous allez surtout l'utiliser pour ça. Le Worldly Tutor, lui, il nous permet plutôt d'aller chercher les mutations, dans ce cas-là, parce que, étant donné que Zénith met sur le champ de bataille, mais que Worldly met sur le dessus de la bibliothèque, donc du coup dans votre main à la fin, et ça va nous permettre d'aller chercher les mutations qui vont bien également. Donc, très fort aussi. Le Démonique Tutor, lui, il va nous chercher ce qu'il faut, en fait, tout simplement. Et ma foi, le deck, selon les situations, il peut vraiment s'orienter d'un côté avec certaines mutations plutôt que d'autres, avec d'autres cartes qu'on a encore à présenter, les gestions qui sont très diverses et variées. Vraiment, il y a beaucoup de choses que ce Démonique Tutor peut faire avec sa flexibilité, et dans le deck un peu outil qu'on a. Les 3 suivantes sont un peu plus particulières. On a Buried Alive, enterré vivant, Vivienne, championne des terres sauvages, et le mythe de Brokos. Alors, Buried Alive et mythe de Brokos, le but est à peu près le même, c'est de mettre des cartes de créatures dans le cimetière. Voilà. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, tout simplement, on a Autrimi qui nous permet d'aller rechercher des cartes avec la mutation de notre cimetière et les remettre dans notre main. Donc techniquement, c'est encore des tutos supplémentaires. Buried Alive va nous en chercher 3. Mythe de Brokos, si vous avez utilisé du bleu et du noir en plus dans le coup en dehors des 2 verts, eh bien vous allez pouvoir chercher une carte, la mettre dans votre cimetière et ensuite renvoyer 2 cartes de permanent depuis votre cimetière dans votre main. Ce qui fait que vous pouvez très bien juste aller chercher une excellente mutation ou un excellent hôte, ramener une mutation et un hôte depuis le cimetière avec le mythe de Brokos et ensuite les jouer. Ce qui fait que vous pouvez vraiment rebuilder votre board très rapidement avec ce mythe. Voilà. La Vivienne, elle est présente pour... parce que c'est... Voilà, une sorte de créature. Elle donne le flash à vos sortes de créatures. Je vous ai parlé des quelques créatures qui ont le flash et qui ont la mutation. C'est fort. Et du coup, le fait de lancer un sort en mutation de créature, c'est toujours un sort de créature. Donc vous pouvez toujours le lancer avec le flash. Et ma foi, ça m'a l'air vraiment fort, vraiment puissant, parce que ça donne lieu à des tricks de combat finalement qui sont juste « Ah bah tiens, je vais attaquer avec une grosse bête, moi j'ai qu'une 1-1 bloquable pour défendre, ok, bah j'ai bloqué avec ma 1-1 bloquable, alors Vivienne est sur le champ de bataille, c'est très bien, je vais muter Autrimi pour 6, enfin voilà, ça va devenir une 6-6 piétinement, ok, bon bah du coup ma créature est morte, ah oui, bah tiens, la bonne blague. Donc vraiment très très efficace cette Vivienne, d'autant plus que elle donne 2 mots-clés qui sont très intéressants, vigilance portée, ce qui nous permet d'être un peu plus défensif, et surtout de l'autre côté de permettre encore une fois d'aller chercher plus de créatures avec son -2. Et en parlant de Vivienne, on n'a pas fini parce que les cartes suivantes, il y a Vivienne partisane des monstres et l'ultimatum émergent. Alors Vivienne partisane des monstres, vraiment pouvoir lancer des sorts de créatures depuis le dessus de la bibliothèque, c'est fort, on va le dire tout de suite. Derrière en plus, pouvoir faire des jetons qui vont être de très bons hôtes et qui en plus ont des marqueurs capacité, donc du coup ça veut dire qu'ils vont avoir la capacité dont on a besoin dans la situation actuelle, que ce soit vigilance, portée au piétinement. C'est très intéressant, c'est encore une fois un hôte de qualité aussi pour nos mutations, donc c'est très bien. Et en plus le -2 qui fait que vous lancez un sort de créature, pourquoi pas un sort en mutation par exemple, qui coûterait beaucoup plus cher d'ailleurs en mutation que dans le coup, en coup normal qu'en mutation, et vous allez pouvoir du coup chercher une autre carte de créature, et la mettre sur le champ de bataille en plus, ça fait un hôte supplémentaire. Donc voilà, vraiment intéressant. Par contre, petite précision de règle bien sûr, quand vous lancez votre sort en mutation, vous avez déjà une cible désignée. Donc du coup, vous n'allez pas chercher un hôte pour votre sort de créature en mutation. Ça n'est pas possible. Et l'ultimatum émergent, c'est tout simplement ce qu'on avait dit avec Emmerich, l'un des meilleurs en fait du set Ikoria, parce que aller chercher 3 cartes monochromes avec des noms différents et les exiler, et l'adversaire en choisit une, vous la mélangez dans votre bibliothèque, mais vous pouvez lancer les 2 autres sans payer leur coup de mana, ça a l'air vraiment intéressant. Donc il y a des très bonnes cartes dans le pack qui peuvent vraiment faire la game, donc je vous invite à acheter un petit coup d'œil. On va parler un petit peu de rampe. On va parler classique surtout, Oiseau de paradis, cache de l'ésotérisme et cherche loin. Oiseau de paradis, pourquoi Oiseau de paradis? Parce que c'est extrêmement fort en fait. Vous avez un mana d'orc, voilà, une créature qui vous fait du mana, qui en plus a le vol. Donc ça veut dire qu'encore une fois, vous pouvez tout simplement muter votre commandant
sur l'oiseau de paradis, dire voilà j'ai une 6-6 vol, piétinement, parce que voilà, la fonction est double. D'un côté on a le côté, ok je peux faire du mana avec, si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez simplement l'utiliser en tant que hôte de qualité pour votre commandant ou une autre mutation. Cacher des œdérismes, j'ai pas vraiment besoin de m'expliquer je pense, et cherche au loin bien sûr comme on joue tricolore et qu'on a également des îles et des marées dans le pack, ça a l'air fort intéressant, d'autant plus que ça va chercher également les bilandes. On continue avec de la rampe classique, spirale de croissance, Nature's Lore, la sapience naturaliste et croissance luxuriante. Donc voilà, spirale de croissance j'aime beaucoup, parce que c'est un petit peu le mode surprise, c'est... alors on a passé le tour 2, on n'a pas rampé, et puis les adversaires se disent bah c'est bon, le commandant va pas sortir au tour 3, y a pas de problème. Et puis d'un seul coup, avant votre tour, vous faites spirale de croissance, tiens j'ai un terrain en plus, et en plus j'ai repioché une carte, donc du coup voilà j'ai re-rempli ma main, et boum, bah du coup au tour 3 je peux lancer mon commandant. C'est un peu surprise. Voilà, sapience naturaliste parce que ce sont des forêts non basiques qui vont être cherchées et en plus qui arrivent dégagées, donc très intéressant. Et la croissance luxuriante, bah voilà le classique du classique. Lanterne chromatique pour fixer tout ça, et Search for Tomorrow, la recherche de demain, aussi très intéressant. Lanterne chromatique c'est vraiment pour fixer en cas de problème, mais honnêtement je pense que ça devrait aller dans le pack. À la recherche de demain en fait il est là vraiment parce que le but c'est de le lancer en suspension au tour 1. Vous le lancez en suspension au tour 1, ça veut dire qu'au tour 3 vous avez un terrain supplémentaire qui va arriver dégagé directement à votre entretien. Et de l'autre côté, si vous avez ce qu'il faut, techniquement, votre commandant peut sortir au tour 4, au tour 3 directement. Voilà. Si vous avez un hôte de qualité. Et en tant que terrain, il y en a un seul dans les terrains spéciaux dont je dois vous parler. C'est le passage des malandrins, puisque il permet à une créature ciblée de ne pas être bloquée sourcil. Voilà, ça semble un petit peu, c'est un peu surfait, mais ça peut être pratique si jamais vous n'avez pas de bonne hôte qui est encore disponible sur le board, et du coup vous avez dû muter votre créature par exemple sur un jeton, ou sur une créature qui était plus là pour le côté utilitaire. Donc voilà, je suis assez content de ce pack, honnêtement. Je vous avoue que le pack est un peu sexy, hein, voilà. Je sais que Emric l'a monté depuis un petit moment, et que il a vu dans le pack, il a testé pas mal de choses. Là, c'est ma version à moi, vraiment. Je suis parti sur ma base à moi, même s'il m'a conseillé 2-3 cartes qui sont vraiment intéressantes. Mais il y a une grande récursivité possible déjà, avec le fait de pouvoir ranimer des bêtes éventuellement avec certaines cartes, de pouvoir en récupérer d'autres. On a également notre commandant qui fait le boulot tout seul pour aller chercher les mutations qui sont éventuellement décédées. De l'autre côté, le coût de mana du deck finalement est assez peu élevé, il faut compter en plus que les mutations, elles ont un coût alternatif qui est généralement inférieur. Voilà, la répartition, on a quand même pas mal de créatures, on en a 43 dans le pack, c'est assez énorme, et surtout en fait, c'est des créatures utilitaires, c'est-à-dire plutôt que de mettre un sort d'éphémère rituel qui va faire tel ou tel effet, là on a vraiment des sorts qui vont dire, ah bah tiens, des créatures qui vont dire, je fais le même effet, je suis juste une créature à la place, donc du coup je suis un hôte de qualité. Et en plus qui cumule des capacités d'évasion éventuellement. Donc vraiment, c'est un deck très intéressant, et en plus, enfin il faut le dire, il faut vraiment le dire, le pack en fait se constitue en majorité de cartes d'Ikoria, bien sûr, parce que les mutations, et de cartes du Commander 2020. Notamment parce qu'il y a eu d'un côté d'excellentes mutations qui ont été créées exclusivement pour le Commander 2020, mais aussi parce qu'en fait ils ont intégré déjà de très bonnes bases et de très bons réceptacles à mutation, en plus de ceux que je vous ai proposés, qui sont des communes pour la plupart, des cartes très peu demandées, très peu difficiles à trouver, donc je pense que vous trouverez votre bonheur facilement pour constituer ce deck. En tout cas, moi ça a été un vrai plaisir de le monter et de le jouer, alors j'espère que ça vous fera autant plaisir de le tester. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire une chose, c'est la prochaine et salut à tous, bye bye.